Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Développeur, c'est un métier qui est extrêmement dynamique, dans lequel il y a le plein emploi, donc ça permet de vraiment choisir son entreprise, choisir son cadre de travail et d'être toujours sur des projets qui sont nouveaux, dans les équipes dans lesquelles on se sent bien, et ça c'est quand même quelque chose qui est important. C'est difficile de définir un quotidien, et d'ailleurs je pense que c'est pas plus mal, parce que si on faisait la même chose tous les jours, on s'ennuierait beaucoup. Moi, ce que j'adore, c'est utiliser les dernières technologies, de me dire ça m'a l'air vraiment quelque chose de super bien utilisé, et moi c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est de combiner en fait tout ce qui est conception, vraiment réflexion de pourquoi je fais cette fonctionnalité-là et qu'est-ce que ça va apporter à notre produit. L'important avant d'adopter une nouvelle technologie, c'est de se poser les bonnes questions pour déterminer si c'est celle qui est adaptée à ce qu'on veut faire. C'est hyper important de savoir communiquer, pas rester dans son coin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de développeur Android au microscope. Aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone avec des applications. Les développeurs mobiles ont trouvé une place de choix en entreprise. En effet, ils ont pour mission de créer des applications dynamiques sur mobile grâce à un langage de programmation. Les développeurs peuvent se spécialiser sur l'écosystème Android ou iOS. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le métier de développeur Android, soit programmer des applications au sein de l'écosystème de Google. Nous parlerons du rôle de développeur iOS dans un prochain épisode du Joboscope. Alors comment développer, tester et valider des fonctionnalités sur Android ? Comment corriger les bugs et mettre à jour les applications ? Pourquoi la veille active est-elle nécessaire pour connaître par cœur les produits et leurs opportunités ? Par exemple les tablettes, les montres connectées ou encore l'Android TV, ainsi que les innovations. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en explorant le métier de développeur Android avec 3 professionnels. Anne-Florence Luong de Padam Mobility, Martin Devillers de Dashlane et Ludovic Roland de Hager Group. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous faire découvrir votre métier. C'est parti. Alors, Anne-Florence, on commence avec toi. Tu es développeuse Android chez Padam Mobility. Qu'est-ce que c'est Padam Mobility et en quoi consiste ton poste ? Alors, Padam Mobility, en fait, développe des solutions de transport à la demande intelligente. Donc, c'est-à-dire concrètement on propose aux autorités de transport ou directement les communes un service leur permettant d'adapter leur service de bus en fonction de leurs demandes. Donc, on leur propose des applications permettant aux usagers de réserver leur trajet et les itinéraires de bus se sont adaptés en fonction des réservations clientes. Moi, ce que je fais, c'est que je suis développeuse Android chez eux. Donc actuellement, je suis la seule développeuse, donc j'ai en charge la responsabilité de la stabilité des applications et de la maintenabilité de ces applications-là. Martin, toi, tu exerces le même métier chez Dashlane. Alors, même question, est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi consiste ton poste ? Oui, bien sûr. Alors, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. C'est un produit grand public, même si c'est assez technique. Le principe est assez simple. C'est une application dans laquelle les utilisateurs vont pouvoir rentrer tous les mots de passe de tous les sites et tous les produits qu'ils utilisent. Et l'application va ensuite s'occuper de remplir automatiquement ces mots de passe quand les utilisateurs visitent les sites. Donc, le bénéfice, c'est une sécurité qui est plus importante parce que des mots de passe qui vont être générés aléatoirement, donc qui vont être naturellement complexes et uniques pour chaque site web, et une facilité dans la navigation Internet, puisque les utilisateurs n'ont plus à retenir les mots de passe et à les taper eux-mêmes. Et mon rôle en tant que développeur Android, donc, c'est de développer l'application sur Android qui va donc synchroniser les données avec le serveur pour qu'elles puissent être échangées et disponibles sur toutes les plateformes, sur le bureau, sur iOS. Alors toi, Ludovic, tu es lead Android développeur. Est-ce que c'est bien ton titre exact ? Alors, en quoi ça consiste ? En quoi c'est différent de ce qu'on vient de nous expliquer ? Et est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Oui, alors du coup, effectivement, moi je travaille chez Hager Group, donc c'est une entreprise familiale franco-allemande qui est aujourd'hui composée de 11 500 collaborateurs et qui est présente dans 120 pays. Et en fait, c'est une entreprise industrielle donc, qui est un fournisseur de services et de solutions pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Donc concrètement, en fait, Hager Group, ils produisent
tout un tas d'objets qui va être en lien avec l'électricité dans la maison. Donc ça peut être les disjoncteurs, les tableaux et les armoires électriques, les prises électriques, les interrupteurs, les alarmes, les détecteurs de fumée. Et on va aussi s'intéresser à tout ce qui va être les problématiques autour de la gestion de l'énergie. Donc par exemple, tout ce qui va être borne pour les recharges de voitures électriques. Et tous ces objets-là, bien évidemment, on va essayer de les connecter ensemble pour adresser tout un tas de problématiques liées à la domotique et à la smart home. Et alors toi, ton métier ? Donc moi, là-bas, je travaille dans une entité un peu particulière qui s'appelle la Digital Factory. Donc c'est une entité du groupe qui a pour objectif en fait de l'idée de mener tous les projets digitaux de l'entreprise, soit mobile ou web par exemple. Et moi, mon rôle en tant que lead dev Android, c'est l'idée, l'activité de développement Android. Donc m'occuper finalement de l'ensemble des applications Android du groupe. Donc, tu as une vision un petit peu plus générale. Toi, tu manages un peu plus les développeurs. J'ai une activité dans le lead dev, ça reste dev. Donc, du coup, j'ai une activité de développement comme tout le monde. Mais effectivement, après, c'est moi qui vais, entre guillemets, pouvoir prendre plus des décisions quand il y a besoin d'acter ou effectivement manager les autres intervenants sur le projet. Alors, dans le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment le quotidien dans chaque profession. Alors, à quoi ressemblent vos vies professionnelles ? Anne-Florence, toi, tu es développeuse et tu es aussi Scrum Master, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors, mon rôle a évolué depuis la fin de cette année. J'ai été développeuse Android pendant 2 ans chez Padam quand je suis arrivée en tant que junior. Et maintenant qu'on va dire que j'ai fait mes preuves, du coup, on m'a donné plus de responsabilités. Et du coup, je m'occupe un peu, à l'image de Ludovic, de continuer à faire du développement Android. Mais aussi, je guide ce qu'on appelle en fait une product team. C'est-à-dire que je suis au sein en fait d'une équipe tech composée de développeurs back-end, de développeurs front-end et d'autres types de développeurs. Et mon rôle est aussi de les guider dans leur sprint, donc dans leur exécution de tâches sur 2 semaines. On va définir nos tâches sur 2 semaines. On a des items qu'on va définir pour chaque développeur et on va se dire sur ces 2 semaines, on va être capable de réaliser toutes ces tâches-là. Et donc, mon rôle, c'est en fait de co-diriger quelles tâches on va vouloir effectuer sur ces 2 semaines et de m'assurer que les tâches se déroulent bien pendant ce sprint, qu'il n'y a pas d'éléments bloquants ou alors qu'il n'y a pas des choses qui se rajoutent dans ce sprint-là. Vous êtes combien à Padam Mobility ? Alors, actuellement, on est 35. On est passé en fait depuis 1 an, on va dire, d'un effectif de 12 à 35, donc ce qui est énorme en 1 an. L'équipe tech a aussi beaucoup évolué, on va dire qu'elle représente plus d'un tiers de l'effectif de la boîte, ce qui fait à peu près, on va dire, 17 personnes, voire même c'est plus du coup la moitié de la boîte, et du coup ça fait une grosse équipe tech, donc c'est pour ça qu'on a décidé de trouver une organisation différente au sein de la tech et de la diviser en fait, ce qu'on appelle des product teams. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe va se focaliser sur un aspect de notre produit. Toi, Martin, vous êtes combien dans ton entreprise ? Dans l'entreprise elle-même, on est environ 200 aujourd'hui, c'est de cet ordre-là. Et ça change le quotidien en fonction de la taille de l'entreprise ? Ça change des choses. Moi, quand je suis arrivé, je pense qu'on devait être une centaine. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc la boîte a quasiment doublé et ça change les choses au niveau relationnel. Ça fait qu'on connaît moins bien les gens, forcément. Comme dans toutes les boîtes, ça. Forcément. Ça change qu'on est obligé d'avoir plus de process aussi, forcément. Quand on est plus nombreux, on est obligé de se structurer mieux pour s'assurer que tout le monde va dans la même direction et qu'il y a un peu d'harmonisation au niveau de la manière de travailler. Alors, toi, ta vie au quotidien, ça ressemble à quoi au travail ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Comment ça s'organise ? Alors moi, j'ai changé de rôle en fait. Je suis en train d'évoluer vers un rôle de management. Donc le management chez nous, ça ne veut pas forcément dire la même chose dans toutes les entreprises. Chez nous, c'est vraiment un rôle qui consiste à aider les autres développeurs à faire leur métier, mais pas à gérer l'évolution du produit et de la technique. Un peu comme toi, Ludovic, du coup. Oui. Voilà. Ok. C'est pour ça que je dis que ça ne veut pas forcément dire la même chose partout. Donc ça veut dire faire un peu de mentoring pour les aider à progresser, à développer leurs compétences, à les aider à gérer leur carrière au sein de l'entreprise et aussi à participer à la communication de l'entreprise pour que tout le monde soit aligné sur les mêmes objectifs. Ça va pas te manquer, le développement pur ? Ça m'empêche pas de faire du développement aussi. Ça prend du temps sur le développement forcément. Donc je peux moins m'y consacrer maintenant. Le ratio, si je devais dire, doit être 1/3 management, 2/3 développement. Donc ça grignotait la part du gâteau. Mais ça n'empêche pas que je suis toujours impliqué dans une équipe qui fait du développement. Alors Ludovic, donne-lui un aperçu de ce qui l'attend. À quoi ça ressemble ton quotidien à toi, puisque tu es à l'étape management ?
Alors, comme il le disait, le management, c'est vrai que ça représente finalement qu'une petite partie par rapport au développement. Et finalement, je pense que peu importe le grade, entre guillemets, qu'on puisse avoir, que ce soit développeur, lead développeur, vu qu'on travaille, tu le disais tout à l'heure, Anne-Florence, avec les méthodologies agiles, vu qu'on utilise tous à peu près, on va dire, ce cadre de travail-là, on a des quotidiens qui vont se ressembler. En fait, il y a un processus, tout un tas de ce qu'on appelle des cérémonies qui vont guider en fait notre quotidien. Tous les matins, on va entre guillemets faire la même réunion pour faire le point, où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, faire nos développements. Tout ça, c'est des choses qui évoluent pas tellement. Après, le management, il n'est pas forcément là au quotidien non plus. Ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des besoins de chaque personne qui sont entre guillemets rattachés à nous d'un point de vue hiérarchique ou technique. Moi, j'ai du mal à définir une journée type finalement. Oui, tous les jours, je suis en interaction avec toutes les personnes qui peuvent être sur le projet, tous les corps de métier qui vont être sur le projet sur lesquels je travaille. Je vais généralement mettre les mains dans le code. Je peux être amené à avoir des missions entre guillemets plus RH qui vont être du recrutement ou répondre à des besoins purs RH, par exemple sur des personnes qui me sont rattachées hiérarchiquement. Mais c'est difficile pour moi, en fait, j'estime de définir un quotidien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas plus mal parce que si on faisait la même chose tous les jours, on s'ennuierait beaucoup. C'est quoi la méthodologie agile ? Quelqu'un qui a un rôle de Scrum sera le meilleur. C'est pour toi. Ok. Anne-Florence ? Je vais avoir une définition très terre à terre et de ce que j'en ai compris. Alors l'agile, c'est une méthode de management de projet qui permettent d'avoir des petites itérations, c'est-à-dire de faire des livrables en fait assez vite et permettant d'avoir un résultat concret assez rapidement et de pouvoir changer assez rapidement. C'est à l'inverse de ce qu'on appelle la méthode cycle en V, où on définit une période précise, par exemple, qui peut aller de 1 mois à 1 an sur un projet. Bon, j'exagère, mais il n'y a pas de modification possible de points pendant cette période-là. Et à la fin, on délivre un produit. Et c'est qu'à la fin, on peut vraiment avoir un vrai feedback sur ce produit-là. Alors que la méthode agile, le fait de pouvoir itérer sur 2 semaines, ça nous permet d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible sur la modification, sur l'amélioration de notre produit. La notion des sprints même, qui peuvent faire 1 ou 2 semaines, strictement parlant, c'est une notion de Scrum, qui est une implémentation de la méthode agile. Et il y en a d'autres. La méthode agile, c'est plus une philosophie de travail. Et après, il y a différents frameworks de travail qui ont été mis en place pour essayer d'appliquer cette philosophie. Donc c'est intéressant de séparer les deux parce que même si je pense que la méthode agile a été un peu adoptée comme standard dans l'industrie, en revanche, au sein d'une même boîte, comme c'est le cas notamment chez Dashlane, il peut y avoir des équipes qui travaillent selon différents frameworks en fonction de leur taille et en fonction de ce qui leur semble le plus pratique. Alors la question c'est, vous êtes tous les 3 développeurs Android. Pourquoi Android et pas iOS ? Comment est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qui vous a déterminé, Martin ? Alors je dirais que c'est un mélange d'affinités, mais aussi un peu de hasard de parcours pour ma part. Moi j'avais étudié Android quand j'étais en école d'ingénieur, et je m'étais orienté vers Android à l'époque parce que les outils étaient plus faciles, parce que pour développer sur iOS, il faut avoir un Mac. Ce que j'avais pas à l'époque. Et ensuite, en rentrant en entreprise, j'ai d'abord fait de l'iOS parce que la stratégie de l'entreprise était plutôt de partir dans un premier temps sur iOS. Ensuite, l'entreprise a aussi fait du Android, donc j'ai basculé sur ce pourquoi j'avais été formé au début, et je suis resté sur Android depuis. Donc après, personnellement, je pense que les deux ont vraiment de l'intérêt. J'ai pas rejeté l'iOS, loin de là. Mais j'avoue que je trouve qu'il y a une philosophie d'Android qui m'a souvent plus attiré. Le système d'exploitation offre plus de possibilités, ce qui permet donc de plus s'amuser en tant que développeur. Comme quoi ? Plus de possibilités de fonctionnalités à implémenter, d'échanges d'informations entre les applications, que ce soit avec le système de fichiers ou avec les systèmes de communication en interne. Il y a un système de fichiers qui est accessible librement sur Android. Donc les utilisateurs peuvent manipuler des fichiers. Alors que sur iOS, on n'en est pas vraiment là. Et toi, Ludovic ? Alors pourquoi Android ? C'est un peu aussi le hasard. Le hasard. En fait, moi à la base, j'ai commencé avec Windows Phone. Donc système d'exploitation de Microsoft. Quand j'étais étudiant, en fait, j'ai participé à un concours étudiant organisé par Microsoft qui s'appelait Imagine Cup. Et donc, on était obligé de développer sur l'écosystème Microsoft. Donc, je m'étais tourné vers Windows Phone. Puis, pour mon projet de fin d'études, j'ai eu envie de faire autre chose. Et un petit peu comme Martin, moi, j'avais un PC sous Windows, pas de Mac. Donc, forcément, je me suis tourné vers Android. Et toi, Anne-Florence, c'est un hasard, l'Android, ou c'est un choix ? Ou c'est un ordinateur à la maison quand tu étais en formation ? Alors moi, justement, j'ai pas eu ce problème de l'ordinateur, j'avais un Mac. Mais, tu es plus jeune, Anne-Florence. Ouais. Je suis un petit peu plus jeune, mais c'est aussi un peu un hasard aussi, dans le sens où ça faisait partie de ma formation. En fait, le développement Android était beaucoup plus accessible que le développement sur Swift iOS, je pense par rapport au matériel, etc. Et donc du coup, ça faisait partie de ma formation, la programmation Android.
Et c'est vrai que, un peu comme Martin, j'ai toujours été un peu attirée par la philosophie d'Android. J'ai regardé un petit peu ce que faisait iOS avec son langage et sa manière de fonctionner. Mais c'est vrai que je trouvais ça beaucoup plus accessible, Android. Peut-être après, j'ai pas beaucoup cherché, mais je trouvais ça beaucoup plus simple, en tout cas, de faire une application avec Android très rapide, alors que iOS, il fallait installer Xcode, il fallait installer des certificats, des machins, des choses. Enfin, ça demande beaucoup de mise en place, j'ai l'impression, en tout cas, à l'époque. Encore aujourd'hui ? Ça reste quand même beaucoup plus compliqué, entre guillemets, sur iOS, tout du moins, de faire profiter de son travail aux autres. Ça reste un écosystème beaucoup plus fermé que celui de Google, Android. Un sujet très important, on rentre dans le vif du sujet de vos métiers. Quelle techno vous utilisez et est-ce que vous utilisez des frameworks, Martin ? Android est en soi un framework dans lequel développer, en fait. Donc après, la différence entre une librairie et un framework, ça fait parfois débat dans le métier, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais après, les outils qu'on utilise en règle générale, je pense qu'ils ont de plus en plus tendance à se standardiser. Google y est pour beaucoup parce que quand j'avais commencé dans le métier, c'était assez anarchique. Les outils qu'ils proposaient étaient assez limités, donc chaque personne devait un peu trouver ce qui lui plaisait. Aujourd'hui, ils donnent des consignes de plus en plus claires sur la manière dont eux, ils conçoivent la bonne manière de développer une application mobile. Donc, j'ai l'impression que la plupart des applications aujourd'hui s'orientent vers les mêmes outils et vers les mêmes manières de fonctionner. Il y a encore, bien sûr, des variations qui sont le sujet de conférences et de grands débats sur Twitter notamment, mais les principes ont tendance à s'harmoniser, et donc maintenant une application Android, c'est fait en Kotlin, c'est fait avec Android X, qui est le nouvel ensemble d'outils que nous propose Google pour interagir avec le système d'exploitation. Un sujet sur lequel il reste encore eu débat, c'est la gestion des tâches asynchrones, sur lequel il peut y avoir des personnes qui sont restées sur un outil un peu plus vieux qui est RX Java, ou des personnes qui utilisent les coroutines, ou encore d'autres outils qui restent pertinents aujourd'hui. Ludovic, t'es d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ? Ouais, c'est ça. En fait, chez Hager Group, on a un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que sur le store, on a pas loin d'une vingtaine d'applications et qui sont faites avec, je pense, toutes les technologies possibles pour faire une application. C'est-à-dire qu'on va avoir des applications natives, des applications faites avec du Xamarin, donc une solution appartenant à Microsoft, des applications faites avec du Cordova, d'autres avec une surcouche en plus Ionic dessus. Hager Group a expérimenté un petit peu tout à ce niveau-là. Mais à titre personnel, effectivement, les applications sur lesquelles moi j'interviens chez Hager Group, c'est donc des applications natives où on utilise Kotlin, Android X, les coroutines, les Android Architecture Components, tout ce que nous propose réellement Google. Et après, c'est des débats. C'est des conférences que tu regardes justement. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est surtout que le paysage que propose par exemple Hager Group au niveau des technologies utilisées pour ces applications, c'est un débat qui restera toujours parce que il y a des technologies nouvelles qui sortent en permanence pour faire du natif, pour faire surtout du cross-platform, je dirais. Là aujourd'hui, le natif, il se fait concurrencer un petit peu par les technologies de Facebook, React Native. Google lui-même sort un outil cross-platform qui s'appelle Flutter, donc il se met lui-même entre guillemets en concurrence sur son propre secteur. C'est des débats sans fin finalement, et je pense que c'est bien de les essayer et pas partir tête baissée en se disant c'est le natif qui est le meilleur ou le cross-platform qui est le meilleur. Je pense qu'il faut à peu près tout essayer et se faire son propre avis et se dire moi je suis à l'aise avec telle ou telle techno et je préfère partir avec telle ou telle techno. Est-ce que justement ça fait débat entre vous trois ? Tu dis c'est des débats sans fin, mais... Pada Mobility, du coup, on est toujours, on va dire, historiquement en Java. C'est le langage de programmation du coup utilisé pour Android et on bascule de plus en plus vers Kotlin. Alors, je suis un peu, les débats qu'il y a sur les nouveaux types de langages et c'est vrai que à Pada Mobility, on est développeur iOS et développeur Android, donc on est vraiment sur les plateformes natives. Et souvent, on nous demande pourquoi on ne fait pas du cross-platform, pourquoi on ne fait pas du React, etc., pour justement faire dans un seul langage les deux plateformes. Comme disait Ludovic, c'est qu'après, je pense qu'il ne faut pas se fermer à vouloir tester, mais il faut aussi se dire, une fois testé, qu'est-ce qui correspond le plus à nos besoins, en fait ? Qu'est-ce qui pourrait correspondre plus à la vision de la boîte ? Et clairement, pour l'instant, nous, on a fait un choix, c'est de rester dans le natif, parce que c'était quelque chose qui nous correspondait plus, que ce soit techniquement et même... en termes de qualité de rendu et en termes de ressources aussi, parce qu'on n'a pas forcément aussi la ressource pour pouvoir explorer d'autres types de langages et pour voir si ça nous correspond plus qu'actuellement. Après, ça n'empêche pas de se tenir au courant de ce qu'il fait, est-ce que ça correspond à nos besoins, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de... C'est parce que c'est tendance qu'il faut le faire, en fait. Il faut vraiment se dire, ok, pourquoi c'est tendance ? Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on peut l'appliquer chez nous ?
Si oui, tant mieux. Sinon, c'est cool, mais voilà quoi. C'est quoi la différence entre Java et Kotlin ? C'est 2 langages et en fait le Java existe toujours, mais le Kotlin est devenu depuis quelque temps le langage recommandé pour écrire une application Android. Par Google. Ouais. En fait, historiquement, pour faire une application Android, on utilise le Java. Donc c'est un langage qui est développé par Oracle. Et à côté de ça, en fait, il y a JetBrains, qui est une entreprise complètement indépendante, qui n'a rien à voir avec Google, ou qui propose beaucoup d'outils pour les développeurs, qui sont très populaires, qui a créé je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2011 les premières versions du langage Kotlin, et qui, en fait, petit à petit a fait son trou dans le monde des développeurs Java, parce qu'en fait, la particularité de Kotlin, c'est que, historiquement, ça tourne sur la JVM, donc sur la machine virtuelle Java. Aujourd'hui, il y a plusieurs cibles. On peut cibler du JavaScript, du natif ou de la JVM, mais historiquement, voilà, ça tourne sur la même machine virtuelle que le Java. Donc, on peut faire des programmes en Kotlin et les exécuter sur un environnement Java. Et c'est en plus, l'avantage de ce langage, c'est qu'il est 100% théoriquement interopérable avec Java. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les API Java en Kotlin, on peut utiliser des choses qui ont déjà été faites en Java en Kotlin. Et en fait, le langage Kotlin a un peu dans cette communauté, en fait, a commencé à être utilisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et il y a un gros influenceur qui s'appelle Jack Wharton, qui travaille aujourd'hui chez Google, qui a poussé le premier Kotlin, en fait, pour le développement Android. Et c'est vrai que cette personne-là, Jack Wharton, c'est quelqu'un qui a des opinions très très fortes sur le développement et même sur Google. C'est le premier un peu, alors qu'il y travaille à les bâcher. Mais qui en fait a fait tout un tas de bibliothèques tierces depuis des années, qu'il est en fait quasiment entre guillemets intouchable, si je puis dire, auprès de la communauté. Et du coup, comme lui a dit, Kotlin c'est bien. Il y a beaucoup de monde qui s'y est intéressé. Et en fait, Google a tout simplement constaté qu'il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui utilisaient le Kotlin alors que ce n'était pas officiellement supporté. Du coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de mai 2017 où Google a supporté officiellement le Kotlin. Donc à ce moment-là, on a eu le choix de faire des applications soit en Java, soit en Kotlin, soit en mixant les deux langages. Et depuis l'année dernière, donc mai 2019, le développement Android est passé Kotlin first. Donc ça veut dire que Java marche encore, mais que Google capitalise à fond sur JetBrains et il y a de plus en plus de bibliothèques qui n'ont pas de rétrocompatibilité avec Java, qu'on ne peut utiliser que dans un cadre de développement Kotlin. Et Java, alors c'est pas tellement que c'est vieillissant, c'est plutôt l'utilisation Android qui est vieillissante, c'est-à-dire que Java, si je dis pas de bêtises, on en est à la version 13, il me semble. Non, la 14 n'est pas sortie très récemment. Peut-être la 14, mais sur Android, on est limité à la version 8. Donc du coup, on a ce décalage qui se crée. En plus, on a des problèmes de rétrocompatibilité. C'est-à-dire que, par exemple, Java 8 propose tout un tas d'API, par exemple, on va utiliser des termes techniques, mais l'API Stream, qui ne va pas être rétrocompatible avec toutes les versions d'Android. Donc en fonction de la version minimale de la version d'Android qu'on va cibler, on ne va pas forcément pouvoir utiliser tous les avantages du langage, là où Kotlin est meilleur, en fait, au niveau de cette rétrocompatibilité. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le développement Android et Kotlin. Est-ce que vous auriez un exemple d'une fonctionnalité ou d'une application dont vous êtes particulièrement fier ? Je peux raconter un des projets sur lequel j'ai travaillé il y a un peu plus d'1 an, qui était sympa, qui a consisté à implémenter un outil pour parcourir les mails d'une personne. Le principe, c'est que quelqu'un, donc, dans l'application Dashlane, va donner accès à sa boîte mail, donc sa boîte Gmail par exemple. On va regarder tous les mails qu'il a et on va voir tous les mails qui sont des réponses à des créations de comptes. Et comme ça, on va pouvoir ensuite rentrer les comptes dans l'application pour que la personne rajoute ses mots de passe. Et toi, Ludovic ? Non, peut-être sur l'application sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. En fait, c'est une application qui autour de la domotique, du coup, de la gestion des objets pour sa maison. Et on a dans cette application pour appairer entre guillemets un objet connecté, le configurer. On a un workflow à suivre, des étapes pour le configurer, lui donner un nom, connecter à Internet, lui c'était telle ou telle option. Et du coup, oui, c'est d'avoir rendu ce parcours-là qui a des dizaines d'écrans et des parcours alternatifs possibles en fonction que l'utilisateur clique sur oui ou sur non à telle ou telle option. Rendre tout ça hyper finalement générique et hyper maintenable et transformable en quelques clics et ne pas être dépendant d'un parcours on va dire, qui a été déterminé
dans un temps A et que ça soit une vraie galère à faire évoluer si jamais il y a besoin juste d'échanger 2 écrans par exemple. Vous regardez pas votre smartphone comme nous. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut voir vos applications. Vous allez étudier chacune des applications téléchargées pour voir là où ça pêche. Vous avez quel regard sur votre téléphone, Martin ? Ça m'arrive de me poser une question en voyant une application, en me disant comment est-ce qu'ils ont fait pour implémenter ça, pour que ce soit rapide et efficace, effectivement. Mais en règle générale, je pense qu'en étant dans une profession de développeur, on prend beaucoup conscience de la complexité de faire des choses qui peuvent paraître simples par ailleurs. Vous m'avez convaincu, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une application qui vous a particulièrement bluffé ces derniers temps, dont vous aimeriez nous parler, qu'on va pouvoir regarder, télécharger et admirer avec un regard un petit peu particulier ? Moi, je sais que j'aime beaucoup l'appli Banking. C'est un gestionnaire de comptes bancaires. Le niveau de complexité de l'application, je ne sais pas s'il est élevé, mais en tout cas, il y a beaucoup de petits détails. C'est vrai que moi, je suis plus dans le détail et j'aime beaucoup la finition de cette application-là en termes d'animation, en termes de fluidité d'une page à une autre. Et vu que c'est une application assez sensible, parce que ça montre les données bancaires, la gestion de nos comptes, ils ont vraiment pensé à gérer tout ce qu'on appelle en fait les cycles de vie. Pour nos applications, en fait, il y a différents, tout ce qui est en veille, ce qu'on appelle en fond derrière, l'application elle n'est pas fermée, etc. Et c'est vrai qu'ils ont pris un soin, bon après c'est normal, mais c'est quand même très important d'y penser, de masquer les informations quand l'appli n'est pas en marche, n'est pas devant nous, etc. Et c'est des petits détails comme ça où effectivement, comme tu disais, est-ce qu'on regarde nos smartphones différemment ? C'est vrai que du coup, moi, avec la formation professionnelle, je m'amuse un peu à tester les cycles de vie, un peu est-ce qu'ils ont géré ça, est-ce qu'ils ont géré telle chose. En fait, c'est surtout l'évolution. J'ai l'application depuis très longtemps et ça fait que depuis peu où vraiment j'ai senti qu'il y a eu une augmentation de la qualité. Ouais, j'aime beaucoup utiliser cette application-là. Ce qui est paradoxal, c'est que je suis assez peu consommateur d'applications. C'est vrai ? Ouais, j'en ai assez peu d'installés, à part les grands classiques, le Gmail, un Citymapper, enfin voilà, les applications que je vais vraiment utiliser au quotidien, mais à côté de ça, je suis assez peu consommateur. Par contre, effectivement, les applications que j'utilise, j'ai un peu tendance à les décortiquer, à voir toutes les petites animations qu'ils ont fait, effectivement tester s'ils ont bien géré tel ou tel cas, enfin des cas par exemple auxquels on pense jamais, mais sur Android, on peut par exemple, entre guillemets, splitter son écran en deux pour afficher une appli vers le haut, une appli vers le bas, et puis redimensionner les fenêtres. Et il y a plein d'applications qui le gèrent extrêmement mal. Et c'est vrai que quand moi je suis sur une application nouvelle que je vais tester, utiliser à la base, je vais toujours systématiquement m'amuser à tester, voir s'ils ont géré tel ou tel cas. Mais sinon, non, moi l'application qui me bluffe le plus, ça paraît bête, mais c'est mon application SMS qui s'appelle Textra Message, qui est une application qui se trouve sur le Play Store et qui est assez extraordinaire pour la gestion des SMS au niveau fluidité, au niveau envoi, pour faire de l'envoi programmé. Si j'ai envie d'envoyer des SMS demain à 16h, je peux le faire. Mais à quoi ça te sert ? Des alibis, tout simplement. Très bien, on va aller la tester, on va aller la télécharger tout de suite. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier au quotidien ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever du bon pied le matin, Anne-Florence ? En tout cas, à Pada Mobility, moi, ce que j'adore, c'est le côté où on se responsabilise. C'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de développer une fonctionnalité, on sait ce qu'on veut développer, on sait ce qu'on veut faire, donc il faut faire ça. C'est qu'on va partir plutôt de la problématique, se dire, là, par exemple, on a un usager, il n'a pas su, je sais pas, je dis des bêtises, mais il n'a pas su trouver où se trouve son portefeuille. Pourquoi il n'a pas réussi à trouver ? On va vraiment décortiquer ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Et se poser les bonnes questions, se dire pourquoi il n'a pas trouvé, peut-être qu'il n'a pas vu l'onglet. Et en partant de ça, à la fin, on va concevoir vraiment la fonctionnalité, on va vraiment partir du début de pourquoi il faut faire ça, et ensuite l'implémenter. Après, moi, ce que j'adore, c'est vraiment, dans la mesure du possible où je peux le faire, c'est utiliser les dernières technologies, de me dire, ça m'a l'air vraiment quelque chose de super bien utilisé, donc je vais l'utiliser. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier. Ça vous parle aux autres, Ludovic ? Ouais, alors moi, ce que j'adore dans le métier de développeur, en fait, c'est simplement le fait qu'on est en apprentissage permanent. Quand j'ai débuté mes premières applications Android quelque part en 2012 et ce que je fais maintenant, il y a juste en fait 0 point commun. 0 point commun ? Quasiment, par exemple, ce qu'on appelle un IDE, donc le logiciel dans lequel on va faire notre programmation, c'est plus le même. Le langage de programmation qu'on utilisait, c'est plus le même. Ça évolue en permanence et on n'est pas à l'abri demain que ça évolue encore. Mais comment vous faites pour suivre l'évolution ? On lit des articles sur Internet, on suit des gens qui travaillent par exemple chez Google, qui sont ce qu'on peut appeler entre guillemets des influenceurs. On va aller dans des conférences. On a une veille permanente à travers différents canaux, que ce soit des canaux physiques comme des meet-ups, des conférences ou via Internet. Donc c'est ça, toi, c'est l'apprentissage et l'évolution en permanence.
C'est exactement ça. Ouais. Moi, je suis à fond dans surveiller les nouveautés proposées quasi quotidiennes maintenant par Google sur les bibliothèques qu'ils nous fournissent pour développer. Et dès que ça sort, pouvoir les essayer, mettre à jour, faire évoluer nos produits et nos développements pour toujours être sur ce qui, entre guillemets, se fait de mieux à l'instant T. Au mois de mai de l'année dernière, Google a décidé de nous reproposer une nouveauté, entre guillemets, de réencapsuler tout ce qui était autour de la caméra dans une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Camera X, qui est aujourd'hui en alpha et qui va passer après en bêta et en version stable. Et c'est juste, moi ça m'amuse de me dire, ok, avant je faisais comme ça pour manipuler la caméra et maintenant je dois tout, entre guillemets, casser et recommencer avec la nouveauté que me propose Google et voir qu'est-ce qu'ils ont implémenté de nouveau, comment ça change, pourquoi ils ont fait ça, essayer de comprendre tout ça et... Moi, je trouve ça génial. Faut aimer le challenge quand on est développeur. Et toi, Martin, c'est quoi que tu apprécies particulièrement dans ton boulot ? Alors moi, je pense que je suis rentré dans le métier de développeur au début pour 2 raisons. D'une part, parce que j'aimais beaucoup le côté produit fini. On peut arriver à un résultat avec lequel on peut jouer, on peut vraiment construire quelque chose assez facilement. Et ça m'amusait beaucoup. Et le deuxième aspect qui m'amusait beaucoup, c'est que c'est quelque chose de très mathématique. Alors ça, il faut le savoir quand on est développeur. Si on a horreur des mathématiques, ça va être difficile de se lancer dans ce métier. Et ces 2 raisons-là restent très valables aujourd'hui, et tout ce qui a été dit avant aussi d'ailleurs. Mais après, j'ajouterais que c'est aussi un métier dans lequel on trouve son confort, parce que c'est un métier qui est extrêmement dynamique aujourd'hui. C'est un métier dans lequel il y a le plein emploi, donc ça permet de vraiment choisir son entreprise, choisir son cadre de travail, et d'être toujours sur des projets qui sont nouveaux, dans les équipes dans lesquelles on se sent bien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi. Ce que j'allais vous demander, développeur Android, c'est très demandé en entreprise ? Aujourd'hui, oui, le métier de développeur, même j'ai envie de dire de manière plus générale, est un métier pour lequel il y a énormément de propositions. Je pense qu'on est tous démarchés sans cesse par des recruteurs et des chasseurs de tête. Et peu importe la taille de l'entreprise, le secteur ? Ouais. Oui, il y a l'embarras du choix quand il s'agit de changer de travail. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui cherchent des développeurs. Moi, à titre personnel, je constate que c'est toujours autant complexe de trouver un développeur quand on veut recruter. Ah, c'est une pénurie, carrément. Ah oui. Oui, ce qui est dur, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour les développeurs mobiles, je dirais, et c'est peut-être d'ailleurs le cas aussi pour d'autres métiers du développement, mais c'est plus tellement l'entreprise qui choisit ses candidats, mais c'est le candidat qui va choisir son entreprise. Quel luxe! Il y a peu de professions qui se permettent ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est attiré par un candidat, par exemple, qui va postuler, on sait pertinemment qu'il est déjà dans un processus avec plusieurs autres entreprises. Et après, c'est le système des enchères et l'attirer. Il y a une grosse partie, il y a le cadre de travail, les projets, etc. Mais le salaire aussi est une composante très forte pour les développeurs. Alors, le salaire ? Combien est-ce qu'on gagne quand on est développeur Android en début de carrière, l'évolution possible? Vous avez démarré à combien et vous êtes à combien aujourd'hui? Peut-être Anne-Florence, on va démarrer avec toi? Oui, alors moi j'ai démarré à 37K par an. Alors sachant que en fait, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai d'abord fait de l'informatique, mais plus réseau et système d'information. Donc j'étais pas du tout développeuse en fait au moment de mon embauche. J'en avais fait en fait pour mon projet de fin d'études, etc. Mais en gros, j'avais 6 mois d'expérience scolaire dans le développement. Donc j'ai été embauchée, on va dire, sachant que j'avais un niveau, on va dire, un peu plus faible que si j'avais fait une formation de développeuse au départ. Donc voilà, j'ai été prise à 37. Et tu as été rattrapée après? Et après, derrière ça, j'ai fait mes preuves et j'ai montré que, certes, j'étais peut-être junior, mais que j'en voulais. Du coup, ça a très vite monté et je suis tombée dans une fourchette. Moi, je pense que la fourchette de début, je crois, c'est 40. Et donc, du coup, j'étais un peu plus haut parce que j'ai rattrapé, on va dire, mon retard et j'ai fait encore un petit peu plus. Et maintenant, vu que mon rôle a encore un peu plus évolué au bout de 2 ans, je tourne aux alentours, on va dire, de 45-49. Martin, quand tu as commencé? Les salaires ont évolué, oui. Moi, quand j'avais commencé, j'avais été embauché à 40K. On est à peu près pareil. C'est ça. Mais je sais que dans ma boîte, après ma boîte cherche à se placer un petit peu au-dessus du marché au niveau des salaires, parce que comme on a pas mal de ressources en ce moment, notre priorité, c'est surtout d'avoir une équipe qui reste, de pouvoir recruter et d'avoir une équipe qui reste. Donc, on préfère payer un petit peu au-dessus du marché en s'appuyant sur des cabinets de recrutement qui font les études là-dessus. Donc, nous, je sais qu'on embauche autour de 45. Enfin, je dis autour, ça peut varier entre 40 et 50, vraiment selon les profils de juniors. Et après, quelqu'un qui va commencer à être plus intermédiaire, senior, va tourner entre 50 et 60, voire un peu au-dessus. Et puis après, ça pourra aller au-dessus de 60K, voire plus 70 pour les rôles plus seniors, plus management et plus tech lead, quoi. Justement, intermédiaire, senior, c'est au bout de combien d'années?
Ça dépend des profils. Je dirais un profil senior, on l'atteint généralement au bout de 4 ans, je dirais. C'est assez typique. Et toi alors Ludovic, quand tu veux mettre aux enchères pour avoir tes candidats, que tu les veux là, tu leur proposes combien ? Alors, l'expérience, je dirais, elle veut pas dire nécessairement grand-chose. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui vont être dans le développement Android depuis 2 ans et qui me donnent le sentiment, d'un point de vue technique, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue maîtrise de l'outil, qui vont surclasser des gens qui en font déjà depuis 6 ou 7 ans. Je pense que c'est comme dans tous les métiers. En fait, finalement, il y a des gens qui vont progresser extrêmement vite et d'autres qui vont être un peu plus plan-plan, entre guillemets, quand ils ont trouvé leur confort et qui vont être un peu moins justement dans cette veille, réussir à se mettre à jour tout seul, etc. Mais après, oui, sur quelqu'un de senior, effectivement, en région parisienne, il peut facilement, je pense, récupérer du 65K et monter jusqu'à du 80-85K sans trop de difficultés s'il arrive à justifier son expérience et ses compétences. Oui. Développeur Android, c'est un métier qui est aussi demandé à Paris et même dans les autres villes. Et est-ce que c'est les mêmes salaires ? Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus ? Anne-Florence ? Moi, je sais que c'est pas mal demandé en province aussi, parce que justement, en fait, on a plus tendance à chercher sur Paris, parce que Paris, c'est là où on peut trouver plus de travail. Et effectivement, je pense qu'il y a un écart salarial aussi par rapport en province. Et de ce fait, les gens, du coup, basculent sur Paris. Et du coup, il n'y a plus personne en province. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de la demande en province, mais je crois qu'il y a des écarts de salaire. Après, je ne crois pas qu'ils soient énormes non plus, mais il me semble que j'avais vu des offres à Lille, voire même à Nantes, des choses comme ça. Et 2 ans, 3 ans d'expérience, on trouvait des offres, je pense, à 38. C'est sûr qu'il y a une différence de salaire, de l'ordre de 20% de moins, je pense. Ah oui, mais après, c'est un métier qu'on peut exercer partout. Il y a de la demande et on trouvera du travail partout où on se trouve. On peut l'exercer à distance, même il y a pas mal d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et on peut bosser pour une boîte internationale ou une boîte américaine tout en étant basé à Paris ou au milieu de la Cambrousse, tant qu'il y a l'Internet qui est fiable. C'est ce qui est étonnant avec vos 3 profils, c'est que vous êtes tous les 3 salariés, en fait, finalement, alors que c'est un métier qu'on peut faire en freelance ou pas du tout ? Ah oui, totalement. Il y en a beaucoup, il y en a énormément des freelances. Après, je pense que c'est aussi une question d'envie personnelle, de gérer, entre guillemets, son administratif, de courir après ses propres clients. Là, on a, entre guillemets, une sécurité aussi. C'est une question de philosophie de travail. Moi, je trouve qu'une équipe, quand elle est sympathique, quand l'entreprise est bien gérée avec une bonne culture, c'est quelque chose qui est très agréable et que je vois totalement comme quelque chose de positif. On a parlé des aspects positifs de votre profession, ce qui vous plaît particulièrement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent ? Évidemment, il y en a, soyez honnêtes, il y en a toujours dans n'importe quel métier, même si on est passionné. Qu'est-ce qui, pour le coup, est un petit peu plus difficile au quotidien ? Qu'est-ce qui vous barbe un petit peu et dont vous aimeriez parler pour être totalement transparent avec les personnes qui aimeraient exercer le même métier que vous ? Anne-Florence ? Quelque chose qui ne fit pas beaucoup avec ma personnalité, c'est le côté où parfois il faut faire des choix sur la qualité du code parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a d'autres projets à suivre et parfois il faut juste faire un peu tête baissée. Je parle surtout par exemple pour des choses à corriger en production où là clairement c'est de l'urgence, il faut régler ça tout de suite, ou alors on a des fonctionnalités entre guillemets, on s'est engagé avec un délai assez court parce que voilà, il y a du contexte derrière un peu politique et commercial. Et de ce fait-là, du coup, on n'est pas forcément très très fiers parfois de ce qu'on sort, quoi. C'est stressant. Quand c'est des périodes comme ça où y a des fonctionnalités à sortir assez vite et on sait qu'on va pas les sortir de manière, on va dire, optimale, c'est très stressant. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et, ça se sent aussi. Ouais, et du coup, c'est les premières fois où on me dit non, mais c'est bon, ça peut passer. Et vous êtes sûr je suis pas convaincue. Mais après, on apprend de ça. Et ça veut pas dire après que tout est mal fait. Mais c'est que du coup, on apprend à prendre du recul et à se dire très bien, c'est pas bien fait cette fois-ci, mais on va itérer dessus pour s'améliorer les prochaines fois. Ça arrive régulièrement qu'il y ait vraiment un décalage entre l'ambition de l'entreprise pour un produit et les moyens qui sont mis pour arriver à cette ambition. Donc ça peut être des moyens budgétaires ou des moyens tout simplement... d'ambition, ouais. Ce que je veux dire, c'est que soit effectivement le budget n'est pas là et donc on a du mal à réaliser ce qui est voulu, ou alors des fois, en fait, ce qui va leader le produit, c'est non plus la technique ou le bon sens. Parfois, ça va être vraiment le marketing. Et donc, à partir du moment où une fonctionnalité ou un produit est annoncé pour une date, même si c'est pas prêt, entre guillemets, il faut
faut s'y tenir. T'as un exemple comme ça à nous donner ? J'ai pas forcément d'exemple là, chez Hager Group aujourd'hui, mais dans le passé, j'ai travaillé pour une agence de développement mobile. Et c'était le cas. On travaillait pour comme client un groupe de télévision. Et ils avaient mis tout en place une campagne marketing dans toutes leurs boutiques, etc., pour dire que la fonctionnalité Chromecast dans l'application serait disponible à telle date. Et donc elle l'était pas. Disons que la veille, à 10h du soir, on était encore en train de la tester. Après, l'avantage d'être sur Android, on a la chance d'avoir des applications qu'on peut valider très vite. Donc si la fonctionnalité est annoncée à 10h, on peut se permettre de la livrer à 9h. On sent la petite astuce là. Tout le monde qui ricane, qui a déjà testé le truc. Vous avez déjà fait des nuits blanches, même d'entreprise, pour arriver à respecter vos délais ? Pas de nuit blanche, mais moi, il m'est déjà arrivé effectivement de rester dans l'entreprise jusqu'à 2-3 heures du mat, ouais, pour finir une fonctionnalité. Ouais. Et toi, Martin ? Sur la question de la nuit blanche ou sur la question de... Les deux, écoute. Sur la première question, j'ajouterais qu'il y a une frustration à laquelle il faut être prêt à faire face dans un métier de développeur en règle générale. C'est que ce qu'on fait sera toujours éphémère. Alors ça peut durer longtemps, mais ça finira toujours par être obsolète en fait. Même quand on met la meilleure volonté pour essayer de faire le meilleur produit possible avec le meilleur code possible, il y aura un moment où la technologie aura évolué, où les besoins utilisateurs auront évolué, où les standards auront évolué, et donc où ce qu'on a fait devrait être complètement jeté, devrait être refait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dont on ne se rend pas toujours compte en commençant dans ce métier-là. Mais il faut s'y habituer, il faut comprendre aussi que c'est la vie de casser ce qui a été fait avant pour le construire de temps en temps. C'est quoi les évolutions de carrière possibles ? Alors, on l'a vu, parce qu'entre tous les trois, il y en a déjà une, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que ça peut être des évolutions vers d'autres métiers ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir et qu'est-ce que vous avez déjà constaté autour de vous ? Je dirais qu'il y a vraiment deux visions, effectivement, au niveau des évolutions. On a des développeurs qui vont vraiment persister dans la technicité, finalement, parce que c'est un métier technique, en prenant effectivement du galon, développeur, lead dev, puis après, pourquoi pas, des métiers de directeur technique ou des choses comme ça. Et d'autres qui vont faire du développement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, qui vont plutôt passer sur des métiers fonctionnels, project manager, etc. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie... la technique me plaît et je préfère encore évoluer dans le domaine technique et dans le chemin technique. Ouais. C'est marrant que tu te dis ça, c'est un aspect un peu méconnu quand même. Ça reste très important parce que de toute façon, le développeur ne travaille jamais uniquement avec des développeurs. C'est-à-dire que nous, sur tous nos projets, en tout cas chez Hager Group, on travaille avec des product owners, avec des scrum masters, avec des UX UI designers, avec des gens qui sont en lien avec la QA, donc le test. Donc en fait, on travaille avec plusieurs corps de métier, donc il faut savoir communiquer et savoir... interagir avec ces personnes, savoir leur faire des retours constructifs si besoin et voir comment on s'organise tous ensemble. Donc c'est hyper important de savoir communiquer, pas rester dans son coin ou uniquement dire ce que tu as fait ça va pas, ça me plaît pas. C'est très important. Anne-Florence, toi, ça t'a appris quelque chose de particulier ce métier ? Justement, moi, c'est plus la patience, le côté... Là, c'est pas grave, ça fonctionne pas, mais on va trouver une solution, ça va se débloquer un moment, mais il faut pas rester buté forcément sur une chose. En tout cas, ça m'a appris à prendre du recul un peu sur moi-même et de me dire de relativiser surtout sur la situation qu'il y a pire dans la vie, que tout va se résoudre, qu'il y a du positif dans tout ce qu'on fait. Ça m'a appris un peu ça. Et après, je l'avais aussi un petit peu, mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi important à soit avoir déjà, soit à se préparer à l'avoir. C'est aussi l'ouverture d'esprit. Se dire que souvent, ça c'est des profils que j'ai assez vus, c'est que lorsqu'on arrive en développement, alors ça dépend des profils, mais ceux qui pensent, qui ont beaucoup d'expérience, qui se disent moi voilà, j'ai un background, j'ai 3 ans de dev dans les pattes, donc je sais faire, etc. Certes, c'est vrai, mais il y a toujours des choses à apprendre. Et de tout le monde. Même si une autre personne qui a moins d'expérience arrive et donne des conseils, les conseils sont toujours bons à prendre. Il ne faut pas rester obstiné sur le fait que peut-être qu'on a plus d'expérience que cette personne-là, mais ça n'empêche pas qu'elle peut nous apporter aussi beaucoup. Un peu d'humilité. Oui. Vous avez autre chose à ajouter comme qualité, compétence acquise ? En parlant, je me disais, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la curiosité. Parce qu'on va toujours avoir des nouvelles choses qui vont sortir, des nouvelles technologies, des nouveaux moyens. Donc il faut toujours être prêt. Ça fait partie de la veille technologique de toujours regarder quelque chose avec un œil ouvert et un œil curieux, en se disant, tiens, est-ce que ça pourrait m'aider à faire mon métier mieux ? Ludovic, tu vois autre chose ? Je dirais ça nous apprend surtout à se dire que tout ce qu'on a acquis, comme bagage technique, etc., on peut, entre guillemets, le perdre du jour au lendemain si
outils qu'on utilise changent, si les langages qu'on utilise changent, et que en fait, on a beau avoir un niveau de seniorité, entre guillemets, en fonction des décisions qui vont être prises par, en l'occurrence, Google, on peut être amené à... C'est un grand mot de dire repartir de zéro, mais on peut repartir entre guillemets tout en bas au niveau de l'apprentissage d'une nouvelle techno, d'un nouvel outil. Mais tu nous as dit que tu aimais ça, donc oui, faut assumer. Tu veux apprendre en permanence. Bien sûr, voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, pour utiliser des termes un peu plus techniques, mais voilà, historiquement, on faisait des applications avec le langage de programmation qui s'appelait Java. On peut maîtriser à 200% le Java, et le jour où Google nous dit c'est plus Java qu'il faut utiliser, on repart de zéro et il faut apprendre ce nouveau langage, et ça peut faire peur. Ah oui, je le confirme. J'ai capitalisé pendant 5-6 ans sur un langage et je dois tout réapprendre, entre guillemets. Moi, depuis que je fais du développement mobile, on nous dit les applications, ça va mourir demain. Donc, c'est pas si sûr que ça. Enfin, il y a beaucoup de technologies concurrentes, entre guillemets, qui sortent. On parle beaucoup des progressive web apps, par exemple. On n'est jamais sûr que dans 5 ans, Android sera toujours disponible ou ça sera encore la façon de faire des applications mobiles. C'est quoi les progressive web apps? Alors, c'est tout simplement un site web, une application web qui a, on va dire, les capacités d'une application mobile. Donc, c'est-à-dire qu'il va être capable d'être responsive déjà, donc il va être capable de s'afficher correctement sur un smartphone, une tablette, un PC, un Mac, peu importe, et qui a des capacités un peu proches des applications mobiles. Donc, par exemple, recevoir des notifications, être consulté sans connexion Internet, ce genre de choses. Et ça, il y en a de plus en plus ? Il y en a de plus en plus. Ouais, mais bon, je pense qu'il y a encore... Vous êtes encore un peu tranquille. Et puis sinon, tu apprendras à faire les sites... voilà. Pourquoi pas. Encore de l'apprentissage, c'est ce que tu voulais. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de développeur Android. Merci à Anne-Florence Luong, Martin Devillers et Ludovic Roland d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur Android, sachez que cette formation diplômante à Bac+3 reconnue par l'État est disponible sur openclassroom.com. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et comprendre plus précisément les différentes spécialités qui existent dans le développement, nous vous invitons à écouter les épisodes du Joboscope consacrés au métier de développeur iOS, développeur web et les épisodes dédiés au front-end et back-end. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.